Bienvenue chez PrépaLive pour ce cours de préparation au concours post-bac d'école d'ingénieurs, GEPI Polytech, Avenir et Puissance Alpha. Nous allons aujourd'hui traiter d'un thème important pour ces concours, qui est le thème du raisonnement par récurrence. Alors on va présenter rapidement ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence. Comme vous le savez, il n'existe pas 10 000 types de raisonnement en mathématiques. Il y a le raisonnement déductif classique, que vous connaissez. Il y a le raisonnement dit par disjonction des cas. Il y a évidemment, où grosso modo on traite tous les cas. Il y a le raisonnement par contraposition. Il y a le raisonnement par l'absurde, évidemment. Et donc nous arrivons à ce nouveau type de raisonnement qui est le raisonnement par récurrence. Alors pour ce faire, une petite présentation tout de même de ce qu'est le raisonnement par récurrence, sans rentrer dans des détails trop précis. Voilà. On va définir la notion de prédicat. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un prédicat? Un prédicat, c'est une phrase mathématique qui contient une variable. Voilà. Alors, un exemple de prédicat, c'est par exemple x supérieur ou égal à 2. Bon. Donc, la variable de ce prédicat, c'est x, et il faut préciser où se trouve x. Il s'agit donc là d'un prédicat sur R. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que dès lors que l'on remplace la variable x par un élément de l'ensemble de référence, ici grand R, on obtient une assertion, c'est-à-dire une phrase mathématique qui est vraie ou fausse. Donc, par exemple, si je remplace x par pi, pi supérieur ou égal à 2, c'est une assertion qui est évidemment vraie. Et si je remplace x par moins 5 supérieur ou égal à 2, c'est une assertion qui est fausse. Bon, voilà ce qu'on appelle un prédicat. Donc, s'agissant du raisonnement par récurrence, on va s'intéresser au prédicat sur grand N. Autrement dit, on a un prédicat qui est défini sur grand N. Donc, on peut le noter P de N. On considère un prédicat sur grand N, on le note P de N. Bon. Donc, la question ici, c'est de démontrer que, quel que soit n appartenant à grand N, P de N est vrai. Autrement dit, quel que soit l'élément choisi dans l'ensemble de référence, ici grand N, P de N est vrai. Bon, c'est là qu'effectivement va pouvoir intervenir le raisonnement par récurrence. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez au niveau de la classe de terminale, c'est que pour vous, le raisonnement par récurrence sera très souvent lié au chapitre sur les suites. Hein. Ce sont deux choses qui sont très proches. Alors, quel est le principe du raisonnement par récurrence? On va essayer de voir ça intuitivement. On va imaginer une succession de dominos. On a tous joué à ça. Voilà. Alors, comme on est en mathématiques, le premier domino, on va le noter 0. 0. Ça, c'est le domino 1. Ça, c'est le domino 2, le domino 3, le domino 4, etc. Donc, l'idée du raisonnement par récurrence, c'est que si je fais tomber le premier domino, on peut essayer, si vous voulez, de l'illustrer comme ça. Si je fais tomber le premier domino, alors il entraîne la chute du premier domino, qui lui-même entraîne la chute du deuxième domino, qui lui-même entraîne la chute du troisième domino, etc. Toute l'idée du raisonnement par récurrence réside dans ce etc.
est-ce qu'on a le droit ou non sur le plan logique d'écrire ce etc. Les premiers mathématiciens à avoir réfléchi à ce raisonnement par récurrence, donc c'était aux alentours du XVe siècle, se contentaient généralement de vérifier que c'était vrai pour les 4-5 premiers dominos. Hein, bon, il s'agissait d'une propriété mathématique, mais appelons ça des dominos. Donc il s'agissait de vérifier pour eux simplement les 4-5 premiers cas, et ils concluaient en écrivant le etc. Il a donc fallu attendre le travail du mathématicien Giuseppe Peano pour comprendre que c'était dans la construction de grand N, l'ensemble des entiers naturels, que résidait la possibilité d'un axiome, c'est-à-dire une proposition qui est admise définitivement sans démonstration et qui fonde la théorie mathématique, là en l'occurrence la construction de grand N. Donc il a fallu attendre Giuseppe Peano pour comprendre qu'il fallait qu'il y ait un axiome dans grand N qui nous permette d'écrire sur le plan logique ce etc. Donc on va tout de suite voir sur un exemple plus mathématique comment fonctionne le raisonnement par récurrence. Donc, je reprends. L'idée, c'est donc, hein, à nouveau, je fais tomber le premier domino qui entraîne la chute du premier domino. D'accord ? L'idée, c'est de démontrer que ensuite, quels que soient les dominos, ils vont tous tomber. Hein, que la chute du premier entraîne la chute de tous les dominos. Bon, alors allons-y. Comme je vous le disais, tout ça est généralement, en terminale en tous les cas, très lié à la notion de suite. On va considérer la suite soit UN, la suite définie par, donc U0 égale par exemple 3/10 et quel que soit n appartenant à grand N, UN plus 1 égale 1/2 de UN plus 1/2. Voilà. Donc c'est une suite définie par récurrence. Donc vous connaissiez déjà le mot depuis la classe de première. On calcule U1 à partir de U0, vous savez faire. Hein. U1 est égal à 1/2 de U0 plus 1/2, U2 est égal à 1/2 de U1 plus 1/2, etc., etc. Bon, vous savez faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de démontrer? Montrons que, quel que soit n appartenant à grand N, on a UN compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, il s'agit de démontrer cet énoncé universel. Il y a un quel que soit, hein, donc c'est un quantificateur universel. C'est-à-dire qu'on doit démontrer que pour tout élément de l'ensemble de référence grand N, le prédicat ici écrit est vrai. Bon. Donc, on va procéder à un raisonnement par récurrence. Donc, on va déjà vérifier si le premier domino tombe. Alors, aujourd'hui, l'usage est de dire qu'on initialise. On vérifie l'initialisation. Alors, initialisation. Donc, on regarde ce qui se passe pour le premier domino. D'accord? Donc ici, le premier domino, pour nous, c'est, quel que soit n appartenant à grand N, c'est donc 0. Le plus petit élément dans grand N, c'est 0. C'est donc le premier domino. Donc, U0 est-il ou non compris entre 0 et 1? C'est l'initialisation. U0 est égal à 3/10, qui appartient bien à 0,1. Donc, d'accord? Si cette chose-là, je le note P de n, d'accord? Le prédicat a une variable. Donc, P de 0 est vrai. Donc, l'assertion est initialisée. Là, pardon, le prédicat est initialisé. Donc maintenant, il s'agit de vérifier qu'il y a la possibilité de transmission. Hein. Donc une forme d'hérédité. Alors c'est le terme qu'on utilise à nouveau. Alors on va traiter de l'hérédité.
Dans toute démonstration par récurrence, vous retrouverez ces trois étapes. Trois étapes, la première étant initialisation, la deuxième hérédité, la troisième, on le verra, ce sera la conclusion. Bon, alors, donc, l'hérédité, c'est quoi? C'est la possibilité de remplacer le etc. par, finalement, quelque chose de plus rigoureux. On va prendre un n quelconque, soit n appartenant à grand N. Et on va supposer que le prédicat, il est valable en n. On suppose P de n vrai. Id est, un appartient à 0,1. Donc ici, je fais l'hypothèse que le domino numéro n tombe. Et je vais démontrer que sous cette hypothèse, alors le domino numéroté n plus 1 tombe lui aussi. Alors, donc pour arriver à démontrer que le domino numéroté n plus 1 tombe, évidemment, il va falloir que je démontre ici, sur cet exemple, que un plus 1 est lui aussi compris entre 0 et 1. Donc, 1 demi de un. Un étant compris entre 0 et 1, en multipliant par 1 demi, qui est un nombre positif, les trois membres de cette double inégalité, on obtient 0 inférieur ou égal à 1 demi de un, inférieur ou égal à 1 demi fois 1, c'est-à-dire 1 demi. Et maintenant, en ajoutant 1 demi aux trois membres de cette double inégalité, j'ai donc 1 demi qui est inférieur ou égal à 1 demi de un plus 1 demi, qui est inférieur ou égal à 1 demi plus 1 demi, et 1 demi plus 1 demi, ça vaut 1. D'accord? Donc je vais effacer là-haut. Là, évidemment, on reconnaît un plus 1. Ainsi, on a 1 demi qui est inférieur ou égal à u indice n plus 1, qui est inférieur ou égal à 1. Donc, un plus 1 appartient à 0,1. Donc, je reprends. J'ai initialisé la propriété, c'est-à-dire que U0 est compris entre 0 et 1. J'ai démontré que dans l'hypothèse où UN était compris entre 0 et 1, alors UN plus 1 était compris lui aussi entre 0 et 1. Donc, par suite, P de n plus 1 est vrai. Et c'est là qu'il va falloir évidemment produire la conclusion. Alors la conclusion, elle est tout de même, on va essayer de rendre ça intuitif. Je reprends, je réexplique. U0 est compris entre 0 et 1. N étant choisi quelconque dans grand N, si UN est compris entre 0 et 1, alors UN plus 1 est compris entre 0 et 1. Voilà ce que j'ai démontré. Donc je reprends. U0 est compris entre 0 et 1. Bon, donc si U0 est compris entre 0 et 1, d'après ce que j'ai démontré ici, c'est-à-dire en prenant ici, puisque c'est vrai pour un n quelconque, c'est vrai en particulier pour n égale 0. Donc si U0 est compris entre 0 et 1, alors U1 est compris entre 0 et 1. Bon, mais U1 étant compris entre 0 et 1, je prends ici 1 comme élément dans grand N, U1 étant compris entre 0 et 1, U2 est compris entre 0 et 1. Puisque U2 est compris entre 0 et 1, U3 est compris entre 0 et 1. Puisque U3 est compris entre 0 et 1, U4 est compris entre 0 et 1, etc. Alors, encore une fois, ce etc. qui semble naturel, il est loin d'être naturel. D'accord ? Finalement,
si on veut prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qu'on est en train de faire, le raisonnement par récurrence, c'est-à-dire la possibilité, le principe du raisonnement par récurrence, c'est-à-dire la possibilité d'écrire ce etc., c'est finalement le passage d'un infini potentiel, c'est-à-dire la possibilité que l'on a pour tout entier de trouver un successeur. Le successeur de 10, c'est 11, etc. Donc pour tout entier, il y a la potentialité de trouver un successeur, donc et ce à l'infini, c'est-à-dire un infini potentiel, à un infini, donc on passe de cet infini potentiel à un infini actuel. C'est-à-dire que c'est vrai pour l'ensemble de tous les entiers naturels, qui est tout de même, c'est évidemment un peu compliqué, mais qui est tout de même sur le plan conceptuel, l'ensemble infini de tous les entiers finis. Voilà. Ça n'a l'air de rien, mais la difficulté du raisonnement par récurrence, elle n'est pas que technique, loin de là. C'est-à-dire que, évidemment, là je vois une question de Cyril qui me demande si il est nécessaire à chaque fois d'écrire les 3 étapes, initialisation, donc hérédité et conclusion. Oui, bien sûr. Alors oui, je vous conseille de le faire. Pour 2 raisons. D'abord, ça vous permet de structurer votre raisonnement, et ensuite, donc de savoir où vous allez, d'avoir un plan, enfin de vous raccrocher un peu aux branches, quoi, si vous voulez. Et puis, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, dans le secondaire, c'est attendu. Voilà. C'est-à-dire que vous allez même avoir des points qui vont être donnés, même si vous n'arrivez pas à faire parfaitement la démonstration par récurrence. Le simple fait d'avoir écrit initialisation et d'avoir initialisé, vous allez aller gratter 0,5 points. Et sur un concours, puisque vous passez des concours, il ne faut rien lâcher. 0,5 points, ça peut faire la différence. Voilà. Les classements se jouent en très peu de points. Donc il faut faire très attention à ça. Donc oui, voilà, pour ces 2 raisons, je vous conseille effectivement d'écrire initialisation, hérédité, conclusion. Voilà. Donc, par contre, c'est ce sur quoi je veux insister, la difficulté, penser que la difficulté d'un raisonnement par récurrence n'est que technique, c'est une erreur. Voilà. Et penser que en découpant grosso modo le raisonnement par récurrence en tranches de saucisson suffisamment fines, on va y arriver. Non, c'est pas parce qu'on écrit ces 3 étapes-là qu'on a compris un raisonnement par récurrence. La difficulté, elle est vraiment conceptuelle. On ne s'en rend pas bien compte quand on débute en mathématiques, mais elle est véritablement conceptuelle. Bon, donc la conclusion, donc on y va. D'après, alors bon, il y a plusieurs rédactions possibles. Le principe de raisonnement par récurrence, parce qu'il y a une autre axiomatique de grand N maintenant où le principe de récurrence n'est plus un axiome, ne fait plus partie des axiomes. Mais enfin, historiquement, c'était un axiome. Je parlais de Peano tout à l'heure. Donc, d'après l'axiome de récurrence, quel que soit n appartenant à grand N, un appartient à 0,1. Et donc là, on a conclu. Alors je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, je rappelle qu'un axiome, c'est quelque chose que l'on demande d'admettre dans la théorie, en début de théorie, et qui n'est jamais démontré. Voilà. Alors, il y a un axiome célèbre qui est l'un des axiomes de la géométrie plane. Donc, par un point du plan donné, on peut mener une droite et une seule parallèles à une droite donnée. Voilà. Bon, ça semble très intuitif. On a pendant longtemps pensé que ça n'était pas un axiome tellement ça semblait évident. En fait, c'est bien un axiome. Voilà, ça ne se démontre pas. Donc ici, dans l'axiomatique de grand N, il y a l'axiome de récurrence qui est justement la possibilité d'écrire ce etc. Bon. Donc, si vous voulez, si on veut formaliser un peu les choses, qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement par récurrence? J'efface ici. Donc, on a un prédicat soit P de n, un prédicat
sur grand N. Si P de 0 est vrai, et quel que soit n appartenant à grand N, P de n implique P de n plus 1. Donc ici, on a l'initialisation, ici, on a l'hérédité. D'accord? Si on a ces choses-là, alors, ça entraîne que quel que soit n appartenant à grand N, P de n. Voilà, si vous voulez, écrit de façon plus théorique, ce qu'est l'axiome de récurrence. C'est ça, hein, l'axiome de récurrence. Voilà. Donc, on peut évidemment démontrer d'autres, et on va le faire, hein, d'autres propriétés par récurrence. Donc, allons-y. Lorsqu'on modélise une situation issue de la vie réelle, quoi, hein, observable, indexée dans le temps, souvent on utilise des suites. D'accord? C'est-à-dire, alors le U0 peut correspond à l'état initial, U1 peut correspondre à l'état du système après une seconde, un dixième de seconde, un centième de seconde, tout dépend de ce qu'on choisit comme unité, quoi, si vous voulez, de temps. Et donc, en l'occurrence, un exemple classique, c'est l'exemple des tours de Hanoï. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Vous avez donc 3 piquets qui sont fichés dans le sol. Et sur l'un d'entre eux, alors ce jeu est redevenu célèbre parce qu'il y a un film où un singe devenu intelligent joue au tour de Hanoï. Sur l'un des piquets sont empilés, bon, je fais ça schématiquement, hein, des disques. Voilà. Percés en leur centre, hein, voilà, percés en leur centre et de diamètre décroissant. Bon. Et donc, l'idée, lorsqu'on joue au tour de Hanoï, c'est de reconstituer cette tour de Hanoï sur l'un des piquets libres en respectant 2 règles. D'accord? Donc, première règle, je ne déplace qu'un disque par coup, évidemment. Et deuxième règle, je n'ai pas le droit de poser un disque sur un disque plus petit. D'accord? Autrement dit, je n'ai pas le droit de poser ce disque sur celui-ci. Voilà. Donc, en respectant ces règles, on s'intéresse au nombre de coups nécessaires pour gagner au tour de Hanoï. Au nombre de coups nécessaires et suffisants, d'ailleurs. Donc, soit n appartenant à n étoiles, le nombre de disques. Donc, on note H indice n, le nombre de coups minimal pour gagner. Bon, alors lorsqu'il y a une tour, là ça va, d'accord? C'est 1. Je prends le disque, je le déplace. D'accord? Donc maintenant, on va s'intéresser à voir quel peut être le lien entre Hn et Hn plus 1. Donc soit n appartenant à n étoiles, on considère une tour à n plus 1 disques. Bon, et on va essayer d'exprimer h indice n plus 1 en fonction de hn. Bon, alors allons-y.
Tout d'abord, pour pouvoir gagner, il faut que je place le plus grand disque de cette tour, à n plus un disque, sur un piquet. Pour ce faire, comme ce disque est le plus grand, je ne peux le poser que sur le sol. Tous les autres disques sont plus petits. Donc, il va déjà falloir que la tour constituée des n disques supérieurs, ceux qui sont posés sur le n plus unième, soit déplacée, d'accord, sur un piquet, de manière à ce que j'ai un piquet libre et que j'ai en même temps accès au n plus unième disque. Alors pour ce faire, ça consiste à faire quoi finalement? J'ai donc cette tour de n disques supérieurs que je dois déplacer sur un piquet, ce qui revient à faire comme si j'avais joué avec n disques. Donc déjà, j'ai hn coups nécessaires. Ensuite, une fois que cette tour à n disques supérieurs a été déplacée sur le piquet, je prends mon plus grand disque et je le mets sur le troisième piquet demeuré libre. Enfin, pas demeuré libre, mais libre à la fin du... Un coup. D'accord? Je déplace le n plus unième, enfin, je déplace le plus grand disque sur le piquet libre. Et ensuite, il me reste à reconstituer la tour intégralement. Et donc, reconstituer la tour intégralement, c'est quoi? C'est prendre ma tour des n disques supérieurs et la replacer sur le disque le plus gros que je viens de déplacer. Et pour ce faire, à nouveau, c'est comme si je jouais avec n disques. Donc, j'ai h indice n disques. Autrement dit, j'ai hn plus 1 qui vaut 2hn plus 1. Évidemment, il est nécessaire de jouer tous ces coups-là, et à l'évidence, c'est suffisant. D'accord? Donc c'est bien le nombre cherché. Ainsi, le nombre de coups gagnants minimal cherché, il est défini par une suite, et cette suite est elle-même définie par récurrence, c'est-à-dire h1 égale 1, et la relation, quel que soit n appartenant à grand N, h indice n plus 1 égale 2h indice n plus 1. Alors, comme je le disais initialement, très souvent, lorsque l'on modélise un problème, lorsque l'on modélise un problème voilà, issu de la vie plus ou moins réelle, on utilise une suite définie par récurrence. Alors, le souci des suites définies par récurrence, c'est que si on s'intéresse aux très grandes valeurs de n, pour voir le comportement à l'infini, lorsque n va vers l'infini de cette suite, pour les très grandes valeurs de n, c'est pas très pratique. Donc, on préfère essayer d'avoir accès à une expression fonctionnelle de la suite. Alors, on va essayer de deviner l'expression de cette suite en fonction de petit n. Alors, h1 est égal à 1. Ok. Donc, h2 vaut 2h1 plus 1, c'est-à-dire 3. h3 vaut 2h2 plus 1, c'est-à-dire 7. h4, c'est 2h3 plus 1, c'est-à-dire 15. Bon. Et là, effectivement, on voit apparaître l'un des soucis liés au raisonnement par récurrence, c'est que pour faire une démonstration par récurrence, il faut qu'on ait la formule à démontrer. Il faut qu'on la devine. Alors, il va falloir essayer de deviner. Bon, ici, alors je vais faire semblant de deviner, mais je connais le résultat. Bon, cela dit, généralement, si vous regardez bien, vous allez arriver à trouver l'expression. Là, on a 2 puissance 1 moins 1. Ici, on a... Ici, on a 2 puissance 2 moins 2. Ici, on a 2 puissance... Pardon, moins 1, excusez-moi. Ici, on a 2 puissance 3 moins 1. Ici, on a 2 puissance 4, 16, moins 1. Bon, eh bien, on va essayer de démontrer que... Montrons que, je l'écris ici, d'accord,
quel que soit n appartenant à grand N étoile, h indice n égale 2 puissance n moins 1. Donc il faut qu'on la devine, la formule. Bon, alors là, la formule est devinée. Donc, allons-y, c'est reparti. On procède à un raisonnement par récurrence. 3 R à récurrence, 1 puis 2. Il ne s'agit pas de récurer une casserole. Donc, initialisation. Bon, alors attention, l'initialisation, là, elle est où? On ne demande pas de démontrer cette propriété sur tout grand N, on demande de démontrer cette propriété à partir du rang 1, à partir de 1, puisque le cas n égale 0 ne nous intéresse pas. Donc l'initialisation, ici, elle ne se fait pas en 0, elle se fait en 1. Attention à ça. Donc, pour n égale 1, h1 égale 1 et 2 puissance 1 moins 1 égale 1. Donc, si je note ce prédicat P de n, P de, excusez-moi, donc P de 1 est vrai. Donc là, je sais faire tomber le domino numéro 1. Ne m'intéresse pas au domino numéro 0. Donc je sais faire tomber le domino numéro 1. On va s'intéresser maintenant donc à l'hérédité. Donc soit un n quelconque dans grand N étoile, attention, dans grand N étoile, on suppose P de n vrai, id est h indice n égale 2 puissance n moins 1. Alors allons-y pour... Maintenant, il s'agit de démontrer que sous cette hypothèse, qu'on appelle aussi hypothèse de récurrence, sous cette hypothèse, alors, c'est-à-dire P de n vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Donc là, c'est un peu toujours pareil. Il faut se débrouiller pour faire apparaître l'hypothèse de récurrence. Si dans un raisonnement par récurrence, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est qu'en fait, vous n'aviez pas besoin de faire un raisonnement par récurrence. Ça se démontrait directement. C'était une petite simplification algébrique, un truc comme ça. Bon, là, il va falloir se mettre en situation où on va pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, je vous le rappelle, c'est ça. Bon, c'est hn égale 2 puissance n moins 1. Donc, il va falloir faire apparaître hn. Bon, là, il ne faut pas être grand clair, on utilise évidemment la définition de la suite. C'est donc 2hn plus 1. Là, on utilise l'hypothèse de récurrence. Ça nous fait donc 2 fois 2 puissance n moins 1 plus 1. D'accord? Donc là, je remplace hn par 2 puissance n moins 1 en utilisant ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Moi, j'ai toujours eu pour habitude de l'écrire. Donc, je mets HR. Hypothèse de récurrence. Donc, ici, je distribue. Ça nous fait 2 puissance n plus 1, moins 2 plus 1, moins 1. Bon, bah bingo. C'était exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc, ainsi, P de n plus 1 est vrai. On va conclure. Conclusion. Donc, toujours les 3 étapes. Le premier domino tombe, c'est-à-dire ici, P de 1 est vrai. Bon, je l'ai effacé. P de 1 est vrai. Et j'ai bien démontré que pour tout n, P de n vrai implique P de n plus 1 vrai. Entraîne P de n plus 1 vrai. Autrement dit, l'axiome de récurrence s'applique.
l'axiome de récurrence permet de conclure quel que soit n appartenant à n étoiles, P de n est vrai, c'est-à-dire Hn égale 2 puissance n moins 1. Voilà. Donc c'était un deuxième exemple de raisonnement par récurrence. Et vous notez qu'ici, la petite nouveauté par rapport au précédent, c'est que effectivement, on peut appliquer l'axiome de récurrence, non pas à grand N, mais à grand N privé d'éventuellement ces 2-3 premiers termes. Donc si vous voulez qu'on formalise ça un peu mieux, soit P de n un prédicat sur grand N et n0 appartenant à grand N. Donc P de n0 vrai. À la limite, c'est pas la peine de l'écrire que c'est vrai, mais bon, je le reprécise. Donc si on a ça, et si on a quel que soit n on va l'écrire comme ça, d'accord, supérieur ou égal à n0, bon, étant entendu que n est un entier, hein. P de n entraîne P de n plus 1. Donc c'est vrai en n0. Dès lors que c'est vrai pour un n supérieur à n0, c'est vrai pour son successeur. Donc c'est vrai pour n0 plus 1. Donc c'est vrai pour n0 plus 2, etc., etc. Et tout ça est donc, quel que soit n appartenant à grand N, enfin on va l'écrire plus vite, hein, sinon ça va être lourdingue, quel que soit n supérieur ou égal à n0, eh bien j'ai Pn vrai. Donc autrement dit, c'est effectivement ce qu'on vient de faire là à partir de 1. Hein. Ici, enfin dans le raisonnement précédent, notre n0 était égal à 1. Donc, on va démontrer, pardon, on va essayer de voir un autre exemple, mais auparavant, on va se méfier d'une ou deux erreurs classiques. La première erreur classique, c'est d'oublier d'initialiser la propriété. D'accord ? C'est-à-dire qu'on fait le raisonnement par récurrence et on oublie d'initialiser. Alors, par exemple, on va démontrer que, oui, c'est ça. Donc c'est une démonstration, enfin, on va démontrer un résultat qui est faux. Hein. Donc on ne va pas vraiment le démontrer. Montrons que, quel que soit n appartenant à grand N, 3 divise 2 puissance n. Bon, généralement, vous êtes habitué à la voie passive, c'est-à-dire 2 puissance n est divisible par 3. On peut en mathématiques utiliser 3 divise 2 puissance n. Voilà, ça va un peu plus vite. Les élèves de spécialité maths le savent, et maintenant les autres le savent aussi. Ça permet de le noter plus vite, quoi. Sinon il faut l'écrire en français, c'est un peu long. Bon, alors je vais volontairement oublier l'initialisation, d'accord? Et, allons-y, soit n appartenant à grand N, supposons 3 divise 2 puissance n. Alors, il existe Q, le quotient, quoi, appartenant à grand N, hein, on est dans les positifs, tel que 2 puissance n égale 3 fois Q. Il est dans la table de 3, quoi. 2 puissance n. 2 puissance n plus 1
je dois faire apparaître l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est ici, ou traduite, elle est ici. D'accord? Donc 2 puissance n plus 1, il faut que je fasse apparaître 2 puissance n. C'est pas très compliqué, c'est égal à 2 fois 2 puissance n. D'accord? Donc si c'est égal à 2 fois 2 puissance n, ça nous fait 2 fois 3q, en utilisant l'hypothèse de récurrence. Et c'est donc égal à 3 fois 2q. Donc 2 puissance n plus 1 est dans la table de 3. Bon, alors là, si vous écrivez la conclusion, donc ça, là c'est vrai, il y a hérédité. L'hérédité, elle est vraie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un raisonnement par récurrence, l'initialisation, elle est fondamentale. En effet, là, si vous m'écrivez conclusion, l'axiome de récurrence et patati patata, là vous vous trompez. Parce que dans l'axiome de récurrence, il y a l'initialisation. Bon, et alors, est-ce que le résultat démontré est vrai? Par exemple, si vous prenez n égale 1, 2 n'est pas divisible par 3. Si vous prenez n égale 2, 4 n'est pas divisible par 3. Donc c'est complètement faux ce truc-là. D'accord? Et donc l'initialisation en particulier est fausse. D'accord? Donc faites attention à bien initialiser. Alors, un autre exemple classique de faux raisonnement par récurrence. Et là, je vous laisserai réfléchir à ce problème-là. Je vais vous démontrer, magie, que, alors je ne sais pas, par exemple, que les gens ont tous la même couleur de cheveux. Voilà. Donc, c'est la propriété considérée, quel que soit le groupe de n personnes, ils ont tous la même couleur de cheveux. Donc, allons-y, on initialise la propriété, pour n égale 1, bien sûr, ça n'a pas de sens, n égale 0. Donc, pour n égale 1, si je prends une personne, le groupe a une personne, tout groupe a une personne, enfin, à part teinture particulière, mais la ruse ne réside pas là, hein, on va faire l'hypothèse que voilà, la couleur des cheveux est uniforme. Donc si on prend tout groupe a une personne, dans tout groupe a une personne, il n'y a qu'une seule couleur de cheveux. Bon, ça c'est vrai. Donc ensuite, on va prendre un groupe, on va prendre n dans grand N étoile, hein, bien sûr, et on va faire l'hypothèse que dans tout groupe de n personnes, n non nul, il y a une seule couleur de cheveux. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder ce qui se passe pour un groupe à n plus une personne. Donc j'ai un groupe à n plus une personne, je les fais s'asseoir sur un banc, d'accord? Et alors de 1 à n plus 1. D'accord? Les n premiers, c'est un groupe de n personnes. Donc, ils ont tous la même couleur de cheveux. Du premier au nème. Ensuite, du deuxième au n plus unième, il y a à nouveau n personnes. C'est donc un groupe à n personnes. Et ils ont donc, par hypothèse de récurrence, tous la même couleur de cheveux. Or, entre ces deux groupes, d'accord, il y a des éléments en commun. Bon, donc quand ils sont assis de 1 à n et de 2 à n plus 1, il y a tous ceux qui sont entre 2 et n qui évidemment sont en commun. D'accord? Et donc, comme il y a une seule couleur sur le premier groupe et une seule couleur sur le deuxième groupe et qu'il y a des éléments en commun, c'est donc que la couleur est unique et que sur les n plus 1 personnes, il y a la même couleur de cheveux. Donc ce que je viens de démontrer, c'est que dans tout groupe de n plus 1 personnes, il y a une seule couleur de cheveux. Donc j'ai bien initialisé, évident, j'ai démontré l'hérédité, terminé, l'axiome de récurrence me permet de conclure, et nous avons donc tous la même couleur de cheveux sur Terre. Donc vous y réfléchirez. Alors là, je vois qu'il y a une question une remarque de Sarah qui me dit oui, c'est ça. Voilà. Bon, alors il y a quelqu'un qui a trouvé, bien joué. C'est que effectivement, la ruse, elle consiste dans l'hérédité à vous entourlouper. À savoir que l'hérédité, lorsque je vais passer, l'hérédité me permet ensuite de passer de 1 à 2, puis de 2 à 3, puis de 3 à 4. C'est le passage de 1 à 2 qui pose un problème. En effet, si je fais l'hypothèse donc que, un groupe à une personne et la même couleur de cheveux. Si je considère un groupe de 2 personnes que je fais asseoir sur un banc, le premier groupe, une seule couleur, le deuxième groupe, une seule couleur. Et moi, je vous dis, il y a des éléments en commun à ces deux groupes. Et bien, dans le cas où n égale 2, non.
Et donc le piège, il est là, il y a une faute, Sarah, vous aviez donc raison, il y a donc une, c'est bien vu, il y a donc une erreur, il y a une faute, une erreur de raisonnement, enfin là c'est volontaire, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments en commun. Et donc finalement, qu'est-ce qui pose problème? Surprise, c'est que quand vous avez deux individus, ils n'ont pas forcément la même couleur de cheveux. Donc ça marche, hein, ça correspond à ce qu'on observe dans la réalité. Voilà. Donc il faut faire attention, hein, il peut y avoir plein de petits pièges comme ça dans les raisonnements par récurrence qui vous amèneraient à écrire des bêtises. Donc ensuite, on va traiter d'une inégalité connue et qui est un raisonnement par récurrence, enfin, où il faut produire un raisonnement par récurrence, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Bernoulli. La famille Bernoulli était très très productive en sciences, c'est une sorte de mafia scientifique. Alors donc, il y en avait en physique, il y en avait en mécanique des fluides, enfin bon bref, et en maths. Alors donc, on y va, je l'énonce tout de même. Montrer que, quel que soit n appartenant à grand N, excusez-moi, j'ai oublié d'écrire un truc, 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. J'ai besoin de préciser ce qu'est a, soit a un réel strictement positif, aïe. Donc, allons-y, j'initialise. Donc ça, si vous voulez, c'est P de n. Donc, initialisation. Alors, pour revenir à la remarque de Cyril, hein, je crois, tout à l'heure, par contre, quand vous entrerez dans le supérieur, initialisation, etc., bon, voilà, hein, on peut arrêter de l'écrire une fois qu'on a compris. Donc, initialisation, pour n égale 0, 1 plus a à la puissance 0, ça vaut 1, hein, tout réel, dans tous les cas non nul, élevé à la puissance 0 vaut 1, et 1 plus 0 fois a égale 1. Donc, 1 est bien supérieur ou égal à 1. Donc, P de 0 est vrai. Hérédité. Soit n appartenant à grand N, supposons P de n vrai, id est 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Alors, c'est l'hypothèse de récurrence. 1 plus a à la puissance n plus 1. Donc il faut que je me mette en situation de pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc il faut que je fasse apparaître le 1 plus a à la puissance n. Bon, c'est pas très compliqué. Parfois c'est plus compliqué. 1 plus a à la puissance n fois 1 plus a. Bon. 1 plus a étant positif, 1 plus a puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Donc, en multipliant par 1 plus a qui est positif les deux membres de cette inégalité, je sais que c'est supérieur ou égal à 1 plus na, facteur de 1 plus a. Ça, j'utilise ici l'hypothèse de récurrence. Bon, là, évidemment, vous n'avez plus qu'à développer. Et normalement, ça nous fait donc 1 plus na plus a plus na carré. D'accord? Donc c'est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 a plus na carré. Alors n'oubliez pas que na carré est évidemment positif.
Donc cette chose-là est supérieure ou égale à 1 plus n plus 1a. Ainsi, P de n plus 1 est vrai. On conclut à l'aide de l'axiome de récurrence. Quel que soit n appartenant à grand N, 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Bon, c'est un gros classique. Voilà. Donc, je vous encourage évidemment à procéder à d'autres démonstrations par récurrence, déjà à refaire celle-ci et évidemment à en faire d'autres. Bon, voilà. Lors d'une prochaine séance, nous parlerons d'un autre type de raisonnement par récurrence, qui est le raisonnement par récurrence dite forte. Voilà. On verra ça sur un ou deux exemples dans le chapitre sur les suites. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et bon travail, bon courage. À bientôt.